Avant de parler de la Cour constitutionnelle qui valide l'imposition du pass vaccinal, on continue avec le Tchad. Les principaux groupes rebelles disposés à participer au dialogue national. Adam voulait glisser quelques mots. Oui, tout à l'heure vous avez parlé du fait qu'il y avait beaucoup plus de regards qui seraient peut-être orientés vers les rebelles que les partis politiques en interne. Et je me rappelle, lors de mon dernier passage ici, je disais que en fait, on ne peut pas considérer la question entièrement et d'une même façon. Puisque en réalité, quelque part, les réclamations sont différentes. Et je pense qu'il y avait mon co-débatteur qui disait qu'il faudrait aller au-delà des partis politiques et reconsidérer, par exemple, certains pesanteurs liés à la vie même sociale du pays. Mais je pense que sur cette question, il y a la question politique qui a été donc abordée, qui n'est pas la même chose, ou plus ou moins la même chose que ce que les rebelles réclament, puisque les partis politiques, ils ne réclament pas, ils n'ont pas de prisonniers, même s'il y a des prisonniers politiques. C'est plus facile à négocier. Ici, nous parlons des gens qui ont été donc arrêtés dans le cadre du terrain, sur le terrain de guerre. Ce n'est pas la même chose. Et nous parlons des gens qui doivent être amnistiés. Puisque les partis politiques, ils sont là, visage découvert, ils essaient d'opérer. Ils n'ont pas, en tant que tel, des difficultés à l'interne. Donc, je pense, de force. Voilà, ils n'ont même pas d'armée, ils n'ont pas d'armes, etc. Donc, c'est pas véritablement la même chose. Donc, voilà, il faut, oui, véritablement, donc il faut faire les choses au cas par cas. Puis en attendant, c'est vrai que lorsque vous prenez... On traite le cas des rebelles parce qu'ils ont des armes. Ils ont aussi des armes, mais également aussi, n'oubliez pas, qu'ils réclament le fait qu'on puisse laisser la liberté de manifester. Puis qui rejoint pratiquement ce que réclament un peu la société civile et les partis politiques. Tout à fait. Donc je pense que, mais tout compte fait, il y a le cas par cas qu'il faudrait voir, puisque les rebelles, leur situation va au-delà du pouvoir d'Injamena, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la France, d'autres pays également qui essaient peut-être d'abriter ces rebelles-là. On parle de la Libye, on parle également du lac Tchad avec le groupe Boko Haram, où on ne sait pratiquement pas quelle est la relation, la corrélation entre le groupe Boko Haram et certaines factions de ces rebelles-là. Donc, c'est le cas par cas qu'il faut maintenir pour avoir un vrai dialogue, puisque d'abord les rapports de force ne sont pas les mêmes choses et les éléments, les approches de dissuasion également ne sont pas les mêmes choses. C'est en ce sens que je dis que c'est un bon mécanisme de pouvoir donc considérer chacun dans sa cohorte et suivant dans ses réclamations pour ne pas faire une sorte de salade russe et pour peut-être au sortir ne pas véritablement sortir avec des rudiments qui puissent permettre véritablement que le Tchad puisse être un pays modèle dans ce genre de situation que nous souhaitons de tous nos voeux. Il y a pas mal de pays qui sont dans la même situation, qui aujourd'hui n'ont pas réussi à pouvoir véritablement ramener tout le monde à la table de négociation. Horus Donkovi, les groupes rebelles posent leurs conditions, la société civile et les transformateurs aussi vont sans doute poser leurs conditions, mais on a l'impression que tous ces acteurs ne se font pas confiance, d'où un facilitateur. Mais c'est logique que tous ces acteurs ne se fassent pas confiance. Ils sont en conflit, et cela depuis plusieurs années, et parfois dans des conflits violents. Quand on prend le cas des rebelles, les rebelles sont armés, donc il s'agit d'agression militaire. Maintenant, facilitateur, là où généralement je freine un peu, c'est que tout dépend de qui on met en termes de personnalité au niveau de ce facilitateur. Personnellement, moi j'aime bien les facilitateurs régionaux, les facilitateurs locaux. J'aime bien, le cas je pense du Mali nous a montré que lorsque on passe par certaines de nos pratiques culturelles, certains de nos paradigmes, on arrive à avoir des consensus. Pour moi, un facilitateur, ça peut être une personne tchadienne d'envergure nationale qui a une certaine respectabilité, comme on l'a vu au Tchad. On a vu Tombalbaye, par exemple, qui... Gougouni ou déjà les dire. Si il arrive à, comment dirais-je, si les protagonistes se retrouvent en la personne de Gougouni, oui, je préfère quelqu'un comme ça que quelqu'un qui serait envoyé par une prétendue organisation qui viendrait... non, il faut trouver... je me méfie un peu de ces termes facilitateurs parce que généralement, ça a beaucoup plus foutu les pays dans la merde que ça ne les en a sortis.
Donc tout va dépendre. Pour moi, les acteurs tchadiens doivent prendre leur destin en main. Et si félicitateur il y a, il faut prendre quelqu'un qui comprend les paradigmes tchadiens, qui comprend l'histoire du Tchad et qui a l'assentissement de tous les protagonistes. Vous avez parlé de facilitateur sous-régional, peut-être le président congolais Denis Sassou Nguesso. Non, le président congolais. C'est ça que vous allez réagir. C'est justement ce type de facilitateur pour moi, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin parce que Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, Denis Sassou Nguesso lui-même a des problèmes avec son pays en termes de qu'on appelle ouverture démocratique, en termes de négociation avec les positions radicales qu'il y a dans son propre pays. Il a des problèmes de gestion économique de son pays, il a des problèmes de gestion politique. Et sur le plan sous-régional, vous voyez quel pays? Non, ça ne peut pas forcément être un président de la République. Pour moi, justement, ce n'est pas forcément un président de la République. Pour moi, le Tchad, un ancien président ou un émissaire le Congo, son ancien président est décédé. Pour moi, si vous voulez, le Tchad, c'est avant tout des peuples. Et c'est avant tout des peuples qui se côtoient. Donc pour moi, lorsqu'on a un pays comme cela, on a quand même, au sein des communautés, ou même de façon nationale, si vous voulez, des personnalités qui font l'unanimité. Et pour moi, je trouve que c'est un collège de ce genre de personnalités qu'il faut au sein des pays. Dans chaque pays, il y en a. Oui, mais je pense que également, lorsque nous restons sur cette ligne parlant d'un des présidents de la République, il y a aussi le président de la RDC qui peut être considéré comme un modèle dans ce sens-là, puisqu'il était venu et s'est démarqué radicalement de la position qu'entretenait le président Joseph Kabila par le Mais passé. sur sa position, sur la venue de Mamad Déby au pouvoir, on a l'impression qu'il avait suivi la France. Non, il ne pouvait pas autrement, puisque c'était quelqu'un qui était déjà candidat pour l'Union africaine et ne pouvait pas plaider en défaveur, disons, des appréhensions aussi bien de la France, mais également de la sous-région, ou pratiquement de l'Union africaine, qui n'en voulait pas. Et je pense que sur cette ligne-là, il a joué un peu de la diplomatie, mais je pense qu'au-delà de ces appréhensions liées à la question occidentale, etc. Je parle quand même de la résolution qu'il a prise. Par exemple, lorsque nous prenons le fait qu'il ait voulu aller à des conciliations avec son homologue, le président, le président, en tout cas tous les présidents d'ailleurs même qui étaient pratiquement les pays qui nourrissaient un peu les rébellions au niveau de la RDC. Il est parti d'abord sur un ton de conciliation avec Paul Kagame par exemple et d'autres pays également. Paul Kagame peut le faire. Oui. Même non, le président... pas Kagame. Kagame en lui-même, c'est un jusqu'au boutiste qui, quels que soient les actes de développement, on sent véritablement que sur la question démocratique, il n'est pas totalement là. Mais je pense que le président de Félix Tshisekedi joue également le jeu et peut comprendre parce que pour lui, d'abord au niveau de chef d'État là où les pays abritent les rebelles qui viennent un peu déstabiliser son pays, il est parti parce qu'il y avait des questions qui essayaient un peu de les opposer. Mais il est arrivé véritablement à transcender ces questions-là et à poser les réels problèmes d'indépendance et d'opinion de leur pays tout entier où chacun pouvait tirer meilleur profit. Et c'est en ce sens que je dis, il peut comprendre en réalité les appréhensions de chacun et pouvoir véritablement être un bon joker. Bon, pas forcément un chef d'État, mais au Togo aussi, on a vu la diplomatie du ministre des Affaires étrangères. Le Togo est dans... Lorsqu'ils disent bien mort, vous vous rappelez quand Mario Macron est arrivé à N'Djamena pour les funérailles, vous n'avez pas vu le dispositif protocolaire. Il y avait le président français juste à sa droite et c'était le président Pognassingbe. Et après, vous verrez le président de l'Union africaine, c'était Tshisekedi. Et après, le Niger. Tshisekedi, oui. Tshisekedi représentait à l'époque l'Union africaine. Oui. Non, pas à l'époque, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a tué la présidence. Ah, c'était en avril. Oui, il a tué la présidence. Il est toujours à la présidence. Donc le Togo, ça doit être le mois de février qui va perdre. Donc, quand on voit un peu ce dispositif protocolaire. Et l'engagement diplomatique du Togo. Je peux dire, on peut faire appel au Togo. Le jeune doyen. Très actif à N'Djamena. Donc, on peut faire appel
appelle au président togolais, donc il sera représenté régulièrement par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé. Donc, pourquoi on a fait appel au Togo? Parce que le Togo joue gros dans le... Oui, ça c'est une évidence. Sahel, sur le plan sécuritaire de la région et de toute l'Afrique, le Togo joue grand. Donc moi je pense que c'est le fait de faire appel au Togo peut-être aiderait à la réussite du dialogue. Parce qu'en fait, le Togo n'a pas trop d'intérêt. Les gens qui ont tellement d'intérêt, ça clive le débat. Ils vont tirer les ficelles. Oui, ils vont tirer les ficelles. Du moment où le Togo n'a pas trop d'intérêt immédiat et très direct dans cette crise, le Togo pourrait jouer franc jeu et pourrait aider à la résolution. Beaucoup d'impartialité. Oui. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut envoyer pour terminer, que ce soit, quelques émissaires, mais la question dépendrait fortement de la bonne foi des Tchadiens eux-mêmes. S'ils veulent eux-mêmes que cette crise-là prenne fin et qu'il y ait un certain désarmement et que les rebelles reviennent à la maison, je pense que la question va être résolue. Oui, avec la crise va prendre fin. Ça pourrait facilement marcher. C'est la bonne foi qui pourrait aider à conforter cette position. Vous, en parlant du Togo, vous avez bien fait de planter la transition. L'affaire de passe vaccinal reste d'actualité donc au Togo après avoir jugé discriminatoire cette décision du gouvernement. La Cour constitutionnelle togolaise se rétracte dans une décision rendue le 20 octobre dernier. Elle déclare que l'ordonnance relative à la présentation d'une preuve de vaccination pour accéder au bâtiment administratif est conforme à la Constitution. Adam Adjaron. Oui, la Cour constitutionnelle a revu pratiquement sa position, qui était une position qui divisait en son temps les Togolais qu'elle avait pris dans cette décision-là. Mais moi, je me pose une question. Lorsque vous prenez au niveau de cette décision que personne, ou pratiquement une bonne partie de l'opinion togolaise n'avait pas contesté, puisque la question était essentiellement de pouvoir motiver les gens à la vaccination. Mais aujourd'hui, je pense que lorsque nous partons sur cette question, est liée au fait qu'on parle également de la question scientifique qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, peine à pouvoir donc montrer véritablement des fruits, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'estime que nous avons un comité scientifique, mais une équipe de gestion de cette pandémie-là, mais sur la question scientifique, il n'y a rien, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mot par mot, qui puisse donc révéler, disons, l'aspect scientifique de la question. Nous, en tout cas, nous sommes des observateurs, mais ce qu'on observe, c'est qu'on arrive pratiquement à calquer, disons, les aspects qu'on peut plus ou moins noter comme étant scientifiques, vus ailleurs, surtout les pays occidentaux qui sont les premiers ou carrément qui ont payé le lourd tribut en ce qui concerne, disons, cette pandémie-là, et à les calquer sur nos modèles. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un pays sur lequel nous pouvons également capitaliser, c'est la Grande-Bretagne qui accueille pratiquement la COP26, où nous avons vu par le passé, lorsqu'il y a eu une remontée de la courbe au niveau des contaminations, la Grande-Bretagne n'a rien imposé. Il faudrait forcément avoir son passe vaccinal, mais n'a pas corsé en véritablement les mesures. Il a laissé faire et à un moment donné, on a vu que la courbe est descendue. Voyez-vous? Donc, moi, même ceux qui ont participé aujourd'hui à cette COP26, il n'y avait pas eu des mesures disons restrictives liées au fait que voilà, la distanciation, il n'y a rien de ça. Il faudrait avoir son passe vaccinal, s'assurer que vous êtes vacciné ou pratiquement avoir un passe vaccinal datant de 72 heures comme partout ailleurs. Donc moi je pense que à partir du moment où nous n'avons pas des éléments pour véritablement prouver cette question scientifique-là, liée à la variabilité de cette pandémie-là, est-ce qu'il ne serait pas de bon ton qu'on puisse véritablement également puiser de ces actions-là, comme la Grande-Bretagne, puisque à un moment donné, c'était le pays également qui a connu beaucoup de contamination, mais ils se sont rendus compte qu'en réalité, nous sommes en face d'une pandémie, il ne faudrait pas exacerber les mesures et faire en sorte que cela puisse causer du tort à l'économie, mais ils laissent faire. Puisque aujourd'hui, vous voyez par exemple l'Union européenne ou pratiquement la France, que moi j'ai l'habitude de citer, puisque c'est un pays que j'apprends beaucoup de ce pays-là au regard de tout. Mais la France, par exemple, depuis lors, était pratiquement à plus de 60% de vaccination. Et vous voyez, c'est ce pays-là qui rebondit encore avec la courbe vaccinale, la courbe de contamination. Puisque là, on parle véritablement donc de cinquième vague. Ce que comptaient d'ailleurs même les gens, ils refusent aujourd'hui qu'on parle de la vague, puisqu'on dit c'est la quatrième vague qui continue pas à contaminer, qu'on arrive aujourd'hui à cette situation-là.
Mais ces pays-là n'ont pas corsé la mise. C'est en ce sens que je dis que, au lieu, puisque moi, pourquoi je cite cet aspect de la chose, parce que je connais, lorsqu'il y a eu fermeture récente des églises et des bars où nous avons contesté, et lorsqu'on a décidé de les ouvrir, il y a des pasteurs jusqu'au jour de Jésus qui ont refusé d'ouvrir, que bientôt les fêtes de fin d'année, on va encore refermer les églises sous prétexte que ce sont ces églises-là qui sont des lieux, ou ces bars-là qui sont des lieux de contamination. Voyez-vous, donc il se dit, à quoi sert de pouvoir donc ouvrir les églises pour 2 ou 1 mois et qu'on retrouve encore dans la même situation. Donc pour eux, ils ont choisi délibérément de fermer les églises et de laisser le gouvernement de chercher les causes de la montée des courbes ailleurs, parce que les mesures instaurées, ils n'ont plus le temps de pouvoir les respecter minutieusement. Il n'y a pas de raison, puisque eux-mêmes l'ont dit, que les églises pratiquement sont les premiers à observer en bien ces mesures-là. Et donc je me dis que voilà, on cherche le diable partout, et lorsqu'on n'en trouve pas, puisqu'on n'a pas de critères scientifiques pour exposer au Togolais que voilà, c'est compte tenu de ces critères scientifiques-là qu'il y a donc remonté de la courbe. Donc il faudrait forcément donc trouver un diable, et ce diable-là, on le trouve la plupart du temps chez les églises et les bars. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, étant donné, comme je le disais tantôt, on calque souvent, disons, ces aspects-là sur les aspects occidentaux, il est bon temps qu'on puisse véritablement puiser chez la Grande-Bretagne, qui a montré un bon exemple et n'a rien fait. Et effectivement, on a vu la courbe de redescendre. De la même manière, cette courbe-là qui a commencé par monter, vous verrez, les cas vont encore commencer par monter dans nos pays sous-développés. Naturellement, au niveau du Togo également. Et on va commencer par crier que voilà, il y a eu montée parce qu'il y a eu relâchement de tel. Ce qui n'en est pas le cas. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie cet aspect-là pour ne pas tuer nos économies. Alors, Oris Donkovi, la position de la Cour constitutionnelle au Togo était on ne peut plus claire. Cette position aujourd'hui est aux antipodes de sa position qu'on a déjà connue. Qu'est-ce qui peut motiver aujourd'hui? Ce qui peut motiver aujourd'hui, je pense que la Cour constitutionnelle, elle est à l'image de ce qu'il doit avoir au sommet de l'État, c'est-à-dire des frictions justement sur des directives que personne ne comprend. Si la Cour constitutionnelle, aussi sérieuse soit-elle, a décidé à un moment que le passe vaccinal n'était pas obligatoire, et bizarrement, sans qu'on ne comprenne pourquoi, sans aucune explication, revient sur ce qu'elle avait décidé, ça veut dire qu'au sommet de l'État, un certain nombre... Ah non, c'est pire. Ça veut dire qu'au sommet de l'État, un certain nombre d'acteurs sont en friction. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont... Et maintenant, on ne nous explique pas, nous, au niveau des populations, pourquoi elles sont en friction. J'ai tendance à dire quelque chose qui a tendance à choquer. Je dis, il n'y a pas de crise sanitaire. Vous l'aviez toujours dit. Voilà, je dis, il n'y a pas de crise. Je précise, il ne faut pas mélanger les propos. Vous n'aviez pas dit qu'il n'y a pas Covid. Il y a le Covid. C'est acquis. Il y a des cas de Covid au Togo, c'est acquis. Mais pour moi, la crise, c'est du préfabriqué. Il n'y a aucune raison qui explique qu'on nous impose à nous le niveau de restriction qu'on impose à des pays qui sont gravement atteints. Il n'y a rien qui explique ça. Peut-être que c'est l'imposition là aussi qui fait que les cas sont aussi moins au Togo au risque d'un Covid. Ah ben non, moi je suis pas d'accord. Parce que dès le début, et même dans les pays qui ont décidé de ne pas adopter nos politiques, l'augmentation des cas n'a pas été prouvée. Madagascar, avec le président qui a décidé de ne pas appliquer ce qui lui était imposé, n'a pas plus de décès ou n'a pas une courbe exponentielle. Non, quand on n'a pas pu prouver que Madagascar avait une hauteur de cas, on a dit que non, le pays souffrait de famine. Le Bénin, M. Patrice Talon, qui à un moment dit les restrictions que vous voulez nous imposer, je ne peux pas les assumer parce que économiquement... Ça, ce sont des pays africains. Au Brésil, on a vu ce que Jair Bolsonaro a fait. Je ne prends pas le cas du Brésil parce que le Brésil n'est pas dans le même biotope que nous. Je prends le cas des États africains où nous partageons le constat que nous n'avons pas autant de cas de Covid, en tout cas de cas de décès de Covid que les autres pays. Donc par conséquent, il n'y a pas de logique à ce qu'on nous applique un certain nombre de conditionnalités qui va forcer les populations à alors, actuellement, si vous levez, vous allez dans la ville de Lomé, c'est quasi le pendant d'une ville morte. Vous allez dans les marchés, c'est vide. Non, c'est une évidence.
Il faut voir, c'est vide. Donc à un moment, la vérité c'est quoi? C'est que généralement dans les situations de crise, quelle qu'elle soit dans le monde, dans les situations de crise, vous avez des groupuscules qui s'enrichissent et des groupuscules qui s'appauvrissent. Ouais. Il faudrait qu'on nous éclaire. Est-ce que les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont prises parce qu'on a imposé aux États des conditions pour avoir des futures aides? Parce qu'on a dit aux États, oui, nous allons lutter contre le Covid, nous savons que vous seriez affectés économiquement, donc nous allons vous fournir des aides. Y a-t-il des conditionnalités? 2, lorsque on maintient la crise sanitaire sur 1 an, 2 ans, sur un pays tout entier, on ferme les frontières, on brise grosso modo l'organisation, tout le potentiel économique du pays, ben, quels sont ceux qui en sortent gagnants? C'est quoi le groupuscule qui se fait des sous sur le Covid? Il faut le dire. 3, lorsque on va décider de sortir de cette crise, quand on va la finaliser, l'aide, c'est qui va la donner? Nous aussi, on va nous faire comme le Niger, on va nous donner un gros chèque en nous disant oui, c'est l'aide pour rebondir dans votre économie. Il n'y a pas de problème. Cette aide-là va être gérée comment? C'est le pouvoir d'achat de combien de générations qui vont être hypothéquées sur ce questionnement-là. 4, dans ce pays, il faut noter que on a toute une frange de la population qui a un bagage intellectuel. On a des experts, on a des scientifiques, on a des professeurs d'université, on a des hauts cadres, que ce soit nationalement ou à l'international. Et ces gens-là, on leur a mis un flingue sur le portefeuille en leur disant si vous ne vous vaccinez pas, vous n'aurez pas accès à votre boulot, donc vous n'aurez pas accès à votre salaire. Donc j'aimerais qu'on m'explique pourquoi comment ça s'appelle, la décision d'imposer le pass vaccinal au Togo ne peut pas se faire de façon consensuelle, alors même que nous faisons partie d'un pays qui a un creuset d'intellectuels qui peut constituer une élite de réflexion pour savoir en quoi en faisant cela tout est ça, là, on perd du temps, il y aura encore des cas de contamination. Non pas seulement il y aura des cas de contamination. Alors, 1, on ne s'entend pas sur le nombre de vagues. 2, on ne s'entend pas sur le nombre de prises de vaccins. 3, on ne s'entend pas sur le type de vaccin. Non, même cette question 4, on ne s'entend même pas sur l'efficience du vaccin. Mais à un moment, on va donner la parole à Firmin Iris, le directeur du Centre de géopolitique internationale. Firmin Tekouagbo, oui, votre position. Non, quand on parle de comité scientifique, est-ce que nous avons réellement de réels comités scientifiques? Non, il y a des gens qui sont cultivés, qui ont du bagage. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on leur laisse s'exprimer? La question. Non, moi j'ai toujours dit ici, la question n'est pas une question d'opinion, mais ça doit être une question scientifique qu'on n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, on a des gens, on a des diplômés, des professeurs agrégés qui font partie du comité scientifique, mais ici, est-ce qu'ils arrivent à analyser la situation de façon scientifique? Une chose est d'avoir les diplômes, une chose est de bien analyser les choses. Vous posez la question à qui finalement? Il faudrait déjà qu'on leur laisse s'exprimer librement. La plupart des Africains scientifiques, si scientifiques soient-ils, se perdent. Ils ne comprennent pas grand-chose. C'est-à-dire, on nous impose des choses. C'est comme on n'agit pas magie. On n'agit pas par pragmatisme, on n'agit pas magie et par humeur. Voilà, par humeur surtout. Peut-être c'est parce que les églises on quitte un petit matin. Parce que les églises, il y a tellement d'églises. Ça peut être un lieu de contamination. Non, c'est ce que j'ai dit habituellement. Peut-être les gens vont trop danser. Donc voilà, ça passe par là. Quand on danse trop aussi, oui, il y a.
Mais les cas ont diminué, ça veut dire que cela a porté. Les cas ont diminué aussi partout. Ce n'est pas seulement Togo, c'est partout. Ben, ça dépend des dispositions qui sont prises partout aussi. Ne commencez pas à grimper. Attendez, vous verrez les résultats. Quand tu veux voir si ça grimpe, tu regardes le journal de France, le journal de, je sais pas, d'Angleterre, des États-Unis. Dès qu'ils disent aux États-Unis que ça a augmenté aux États-Unis ou ça a augmenté en France, sois sûr qu'à Lomé ça augmente. Donc personne ne maîtrise en réalité la situation. Vous imaginez dans un pays où les marchés sont toujours ouverts, où les marchés sont toujours ouverts, où les restrictions ne sont pas tellement respectées au marché, où les gens ne portent. Il y a les contrôles au marché, dans les marchés. Il y en a plus. Les églises sont plus respectueuses des mesures barrières. Des cache-nez, on vous donne des gels hydroalcooliques sur un banc de sel. On en trouve au marché aussi, dans les marchés. Les églises. Il y a une responsabilité. Il y a plus de responsabilité au niveau des églises. Vous imaginez les centres où on respecte plus les mesures barrières, on demande à ces centres de fermer, c'est-à-dire pas des églises. Là où on ne respecte pratiquement pas, on vous demande, vous pouvez travailler comme vous voulez, vous rentrez dans certains marchés, les gens ne posent même pas de cache-nez. Vous voyez, vous rentrez dans certains marchés, il n'y a pas de contrôle strict. Et vous imaginez, face à cette situation, on dit oui, les cas ont grimpé, peut-être c'est les églises, là où on respecte plus les mesures barrières, c'est là-bas, où les cas ont plus grimpé. Non, il n'y a pas de pragmatisme, vous voulez dire. Non, c'est mieux, il n'y a pas de crise. Allez, je sais que ça fait mal. Merci beaucoup à vous. On va revenir sans doute. Vous savez, une seconde, lui il a deux. Et on termine. Le travail. Le pragmatisme du chef de l'État. Le pragmatisme, je salue plutôt le pragmatisme du chef de l'État, du président togolais, la manière dont il a pris à bras le corps le problème du Covid, ça a aidé. Et ça porte ses fruits. Mais ceux-là qu'il a cooptés ne sont pas. Il a coopté ceux qui sont les meilleurs selon lui. Oui, Adam. Adam. On tend vers la fin, s'il vous plaît. Et ça, vous avez laissé la décision. Oui. Il n'y a pas de crise. C'est-à-dire, il n'y a pas de crise. Oui. Moi, je me demande, c'est moi qui ne comprends pas la situation. Lorsque la Cour constitutionnelle a réagi tout récemment, la Cour constitutionnelle, en réalité, ne s'était pas véritablement prononcée sur l'imposition du pass vaccinal. La Cour constitutionnelle a demandé à ce qu'on insère les restrictions par rapport aux enfants, par rapport aux mineurs, et aussi que la décision du gouvernement était discriminatoire, parce que le gouvernement n'avait pas tenu Oui, c'est vrai. Donc la Cour constitutionnelle ne s'était pas véritablement prononcée sur l'imposition du pass vaccinal. C'est maintenant revient pour se prononcer véritablement sur l'imposition du pass vaccinal. Oui, Adam, 30 secondes, s'il vous plaît. Elle est toujours sur la même position. Oui, Adam, pour terminer. 10 secondes seulement, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'isèles et surtout on n'a pas senti le poids de l'autorité politique sur cette dernière prise de décision comme on a connu au début de cette pandémie. Mais au même moment, certaines prises de décision liées par l'autorité, comme ce qui s'est passé récemment au niveau de Golfe 5, nous reconfortent qu'en réalité, le gouvernement n'a pas les moyens véritablement de pouvoir nous. Parce qu'on ne peut pas nous dire, en pleine crise sanitaire, qu'on peut donc venir casser tous ceux qui font les petits commerces. Parce qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à Aurus Donkovi, activiste panafricain. On dit un grand merci à Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Merci à vous également. À très vite.